Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 110 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Nina Lahaye, thérapeute, créatrice du compte Instagram Les Nouvelles Héroïnes, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait, ainsi que de l'accompagnement Héroïne Solo, qui propose aux femmes rondes et grosses de faire la paix avec leur corps et leur poids. Nous allons échanger ensemble avec Nina sur le vaste thème de la grossophobie et sur le processus qui va permettre de ne plus la subir dans une société où perpétuellement les personnes grosses y sont exposées. Nina va nous partager son propre parcours et ce qui l'a amenée à proposer aujourd'hui d'accompagner les femmes grosses vers le mieux-être sans changer leur corps ou modifier leur poids. Je suis certaine que cet échange va être passionnant et restez bien à l'écoute jusqu'au bout car Nina a une surprise à vous proposer. Bonjour Nina. Bonjour Anne. Est-ce que tu souhaiterais compléter cette présentation ? Pas forcément, déjà je veux juste te dire que tu as une voix à raconter des histoires, moi j'adore. Écoute, je vais me pencher sur la question. Alors c'est peut-être un nouveau podcast à créer ou quand je serai à la retraite, tiens. Pourquoi pas ? Alors, pour commencer, Nina, et c'est peut-être aussi en lien avec ta présentation, justement, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous ce qui t'a amené dans ton processus personnel à venir proposer aujourd'hui d'accompagner les femmes à sortir, en fait, de ces injonctions-là autour de la grossophobie ? Oui, bien sûr. Alors moi, il faut savoir que mon métier de thérapeute avance main dans la main avec mon parcours personnel. Moi, il faut savoir que j'ai commencé les régimes à l'âge de 5 ans. En fait, mes parents, parents m'ont poussé un peu dans les bras des régimes à cause du médecin de famille. En fait, la petite anecdote, c'est que j'avais 5 ans, je suis rentrée de vacances passées chez mes grands-parents. Et la première chose que m'a dit ma mère, et je m'en souviendrai toute ma vie, même si je n'avais que 5 ans, c'est pas bonjour, c'est qu'est-ce que t'as grossi ? Et tout de suite, les choses se sont enchaînées. Elle m'a pas pris par la main, elle m'a emmenée immédiatement chez le médecin. Mais à partir de ce moment-là, j'ai été vraiment poussée dans le bain des régimes, le bain de la restriction, que ce soit cognitive ou alimentaire. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai enchaîné les régimes, enchaîné les diètes, enchaîné avec aussi des TCA, parce que ça m'a déclenché des troubles du comportement alimentaire, notamment de l'hyperphagie. Oui, c'est ça, j'allais te demander de quel type... mais tu as commencé à faire des compulsions très tôt. Est-ce que tu t'en souviens ? Parce que, tu sais, j'étais en train de me demander si ça te va de nous préciser. Qu'est-ce qu'on propose à 5 ans comme régime à un enfant ? C'est quoi ? C'est la même chose que pour un adulte, en fait ? On supprime tout ce qu'on considère... Exactement. Alors moi, ça a commencé, on m'a interdit d'avoir des goûters. J'avais pas le droit de goûter, voilà. Carrément. Voilà, j'avais pas le droit de goûter. Les seuls moments où j'avais le droit de goûter, c'était quand on me mettait à la garderie, quand mes parents finissaient le boulot tard et tout, et que il fallait impérativement que l'enfant ait un goûter. Mais sinon, j'avais plus le droit de goûter. On limitait l'accès, ne serait-ce qu'à l'eau gazeuse, parce que le médecin disait que ça faisait grossir l'estomac et donc manger plus. Quelle drôle de théorie. Oui, non, mais j'avais un médecin de famille à l'époque qui avait la main basse sur toute ma famille et qui avait vraiment une dent contre les personnes grosses, etc. Et du coup, c'était ça, c'était les goûters, les boissons gazeuses, pas de bonbons, pas de chips, pas de trucs fun en fait. Pas de trucs fun, voilà. Et donc, tu disais que les compulsions ont démarré très tôt, de ce fait ? Très tôt. J'ai commencé les régimes vers 5 ans et je pense qu'en 1 an à peine, je suis tombée dans les TCA. Je me souviens, je me levais très tôt le matin, je me levais plus tôt que mes parents. Et j'allais avec la grosse cuillère dans le pot de Nutella et je mangeais le Nutella à la grosse cuillère parce que je savais que quand mes parents allaient se lever pour me préparer mon petit déjeuner,
c'est eux qui allaient doser et ça allait être genre une pellicule mais transparente sur le pain et tout. Oui. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et puis après, quand j'ai commencé à être toute seule à la maison, parce que j'avais l'âge et tout, je piquais dans les placards, je piquais dans le frigo, je mangeais en cachette. Et un jour, mes parents m'ont vu vomir, en fait. Ils sont rentrés et ils ont compris que j'avais vomi parce que j'avais trop mangé, en fait. Et je me suis fait engueuler. Et de toute façon, mes parents... Alors, faut savoir, je parlerai beaucoup de mes parents parce que ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ça, par contre... et justement, j'ai pardonné tout ça. J'ai compris, moi, que mes parents m'aimaient et que interdire, c'était la seule manière qu'ils avaient, eux, pour essayer de gérer quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Mais oui. Donc, ça, c'est important pour moi que je le dise, que j'aime mes parents et que je comprends leur réaction, même si ce n'était pas forcément la réaction à avoir. Pour eux, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, voilà, ils ont conscience que c'est pas top. Mais voilà, je préfère le préciser. Oui, c'est important, hein, parce que ça parle aussi de tout un processus dont tu vas nous parler ensuite, mais qui permet qu'aujourd'hui, tu puisses avoir ce recul-là, comprendre qu'en tant que parent, effectivement, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec l'injonction médicale aussi, hein, parce que le médecin dit il faut que l'enfant perde du poids ou faire attention à son poids, mais sans forcément donner une méthode, ou alors en disant oui, supprimez tout et on verra bien ce qui se passe. Oui, on voit bien ce qui se passe en fait. Donc j'imagine combien ils devaient être démunis aussi en voyant que interdire ça fonctionnait pas, ça provoquait plutôt le truc inverse en fait. Donc ils devaient être vraiment empêtrés là-dedans. Totalement. Et puis au moment de l'adolescence, s'est greffée une haine pour mon corps qui était très très forte au point que j'ai fait de l'automutilation, j'ai fait des tentatives de suicide. J'avais une haine profonde pour ma grosseur et pour la peur de grossir parce qu'en fait j'avais toujours eu ce discours de si t'es grosse, les gens vont se moquer de toi, les garçons ils voudront jamais de toi. Et du coup, en fait j'étais grosse donc personne ne m'aimerait. Et moi, comment est-ce que je pouvais m'aimer si personne ne m'aimait? Moi, je vivais plus dans le regard de l'autre, du coup, parce que j'avais subi ces injonctions à paraître mince, à être mince, que je n'arrivais pas à atteindre. Et je me sentais comme, désolée du terme, mais comme une merde, en fait. Comme une merde. D'où c'était venu, ces croyances-là je vais pas être aimée, on va se moquer de moi. C'est parce que c'est ce qui se passait aussi à l'école? D'abord, c'est un discours que mes parents m'ont dit pour me faire peur, en fait, notamment ma maman. Pour me faire peur et pour me faire prendre conscience, alors en podcast vous le voyez pas mais je mets des guillemets, prendre conscience que je grossissais. En vrai, dans mon corps, je le vivais pas mal. J'avais pas de maladie, j'avais pas de douleur au genou ou quoi qu'on pourrait assimiler à la grosseur, voilà, parce qu'on extrapole tout et voilà. En vrai, je le vivais bien dans mon corps, mais dans ma tête, c'était totalement différent. Parce que justement, j'avais cette impression de ne pas être l'enfant que mes parents avaient voulu avoir, c'est-à-dire un enfant mince. Et en plus de ça, il y a toutes ces injonctions à l'école, les gamins qui se moquent de toi parce que t'es la petite bouboule. Et encore, j'étais pas si grosse, j'étais plus grosse qu'une grande partie de ma classe. Mais il y avait quand même ce côté, grosse vache, bouboule... tous ces trucs-là, et que en fait, les gamins, ils tirent de quoi? Ils tirent ça des dessins animés, parce que les petits gros, c'est toujours les gens qui sont harcelés, ou les idiots, ils sont toujours représentés comme ça, ou les goinfres, etc. Mais c'est aussi les parents qui ont un discours comme ça. Les parents qui ne savent pas faire attention à ce qu'ils disent face à des enfants, et qui déjà, du coup, s'ils disent ça, c'est qu'ils ont des pensées qui sont un peu délirantes, mais qui savent pas se retenir face à leurs gamins, et qui propagent des discours de haine comme ça, juste parce qu'on a un corps qui n'est pas comme celui de leur enfant. Donc, c'est tout ça, en fait. Ben oui. Et tu nous as pas dit, mais ça te va de nous donner ton âge aujourd'hui? J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans en mars. Là, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai 27 ans.
Ok, Voilà. Donc on est parti de 5, donc on va explorer 20 années là, de résumé en fait de ce qui s'est passé. Donc voilà, tu nous disais arrivé à l'adolescence, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait le regard de l'autre, tu te construisais avec ce regard de l'autre. J'ai subi différents traumatismes, dont certains que je n'évoquerai pas pour des raisons très personnelles. Oui. Mais un des traumatismes que j'ai subi durant cette adolescence, c'est le divorce de mes parents. Ils étaient ensemble depuis... Pour moi, c'était depuis toujours. Ben oui. Et j'avais cet équilibre qui s'effondrait. Alors déjà que j'étais pas équilibrée dans... Je mets des guillemets parce que je vois pas d'autres termes, mais déjà que j'avais pas un équilibre mental cohérent. Là, j'avais aussi mon monde qui se déséquilibrait. Ça a renforcé mes TCA parce que je ne savais pas comment vivre cette situation autrement qu'à travers la nourriture, qui, elle, était un peu cet ancrage à l'instant présent. Donc, ça a renforcé mes TCA. Il y a aussi le rapport au garçon qui a renforcé aussi cette mésestime de moi, cette difficulté à avoir une image corporelle non problématique, où je m'abandonnais beaucoup aux garçons parce que je voulais prouver à ma mère que si, les garçons, ils voulaient bien d'une fille grosse. Eh oui. Voilà, donc j'ai enchaîné les petits copains, j'ai enchaîné les relations sexuelles à mon âge. J'avais ce côté de vouloir un peu chercher dans le regard de l'autre ma sexitude, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, de pouvoir te prouver à toi-même, mais aussi prouver aux autres, en fait, que un corps gros pouvait être désirable, désirant, pouvait rencontrer le désir de l'autre, et ça fonctionnait? Alors, non, pas vraiment. J'ai été plutôt le pari. Mon Dieu. Ouais. J'étais plutôt le pari. Bon, pas pour tous. J'ai eu des petits copains, notamment mon premier, avec qui j'ai eu ma première fois, etc., qui était vraiment quelqu'un de bien. Mais ouais, j'ai déjà été le pari. J'ai été celle qu'on touche. Parce qu'elle a des gros nénés, parce que tout ça, voilà. Mais en vrai, j'en parle aujourd'hui très naturellement parce que j'ai beaucoup de respect pour cette ancienne Nina. Je l'aime beaucoup. Et je sens que c'est OK pour elle d'en parler comme ça, parce que justement, elle veut qu'on l'entende. Oui. Je travaille beaucoup là-dessus avec la petite Nina, la Nina ado et la Nina jeune adulte. Oui. Je sais qu'elle aime qu'on parle d'elle comme ça parce que elle veut montrer ce que c'est une ado grosse, en fait. C'est ça. Que ça peut être, du moins. Oui, et justement, j'aimerais aussi qu'on évoque toute cette grossophobie, tout ce que tu as vécu toi, mais tout ce que vivent les personnes grosses que tu accompagnes et qui t'en parlent au quotidien, en fait. Alors, tu as évoqué déjà quelques horreurs, parce que tant quand on resitue, toi, la petite Nina à 5 ans, et cette grossophobie médicale qui dit, il faut qu'elle maigrisse, qu'elle perde du poids absolument, sinon je sais pas quoi. Et puis, l'adolescence, au niveau de la sexualité, du désir, le pari, et les insultes avant ça, etc. Mais est-ce que ça tire à d'évoquer Totalement. Je pense que tu vois, on peut progresser comme ça. La grossophobie à travers les âges. À tout âge. Oh, mon Dieu, oui. La grossophobie à travers les âges. Déjà, moi, il faut savoir que je suis née en dénutrition. Donc il fallait... je suis née, j'ai manqué de mourir à la naissance, c'est super. Ma mère était au bout de sa vie et je pense que c'est ce qui a renforcé son besoin de me protéger à tout prix de la grosseur qui était dépeinte comme la pire chose qui pourrait m'arriver, quoi. Donc je pense que ma mère, déjà quand je suis née, j'étais en dénutrition. Du coup, il y a ce paradoxe de... plus j'ai grandi, plus j'ai grossi. Et la grossophobie à l'enfance, c'est quoi? C'est la fameuse courbe du carnet de santé, là, où quand tu frôles le trait du dessus, c'est déjà trop. C'est ça. Alors qu'il est là, je ne sais pas si toutes et tous vous vous souvenez, il y a ce truc médian, en fait, la ligne médiane, et puis autour, il y a des marges, en fait, soit pour le sous-poids, et si on dépasse cette marge, c'est vraiment alertant, ou pour le surpoids, potentiellement, voilà. Mais ce que tu dis, c'est qu'à peine on s'en approche, en fait, de la courbe du haut. Voilà, c'est difficile de décrire à l'oral, mais je pense que tous et toutes, vous voyez ce qu'on veut dire. Déjà, c'est l'alerte, en fait. Une alerte qui sert à rien, on est en pleine croissance, donc c'est normal que le poids fluctue encore plus complètement que n'importe quel âge de la vie, quoi. Sauf quand on est une personne âgée, le poids fluctue aussi beaucoup. Mais quand on est enfant, tout se met en place, donc c'est normal. Sauf que la première grossophobie qu'on vit en tant que personne grosse, c'est cette fameuse courbe de poids. Moi, ça a été mon cas, et de toutes les personnes
déjà dont j'ai pu entendre les témoignages à travers des podcasts, ou même quand j'étais animatrice bénévole en groupe d'échange, en association, et salariée dans le milieu de l'obésité, la courbe de poids, c'est le premier truc. Ensuite, plus on grandit, plus ça va être tout ce qui est regard de l'autre. Quand on est adolescent, qu'on commence à se chercher, à se trouver aussi, le regard de l'autre, c'est un indicateur très très fort, parce qu'on a ce besoin d'appartenance, de communauté, de communion avec les autres personnes. Et à partir du moment où t'es dépeint comme la grosse, là aussi, tu subis la grossophobie parce que t'es la bonne copine ou t'es le coup facile. T'es vu comme un coup facile. Eh mais oui, genre, elle va pas faire ça difficile, quoi. Un truc comme ça. Pour une fois que quelqu'un veut d'elle. C'est ça. Voilà. Donc, après, là, je parle de ce que j'ai entendu la majorité du temps, ce que j'ai vécu aussi. Après, pour d'autres personnes, ça peut être différent. Mais de ce qui ressort de toutes les personnes que j'ai vues, entendues, écoutées, et mon parcours aussi, c'est ça. Après, on commence un peu à te prendre la tête avec ta santé. Déjà, quand t'es jeune, on te prend la tête avec ta santé. Mais plus tu vas grandir, plus on va dire « Attention, ton espérance de vie, il ralentit. » Alors qu'il y a zéro... Enfin, je veux dire, moi, je connais plein de personnes âgées qui sont grosses. Et pourtant, elles sont en bonne santé, quoi. Générale, parce qu'on peut jamais être dans une santé parfaite. Oui. Mais en fait, ce qui nous plombe, nous, les personnes grosses, c'est toutes ces croyances. Parce que c'est plus des croyances. C'est de l'extrapolation d'études scientifiques. On choisit une particule d'un écrit scientifique qu'on développe de la manière qui nous arrange le plus. Et nous, on est victime de ça. Moi, c'est ce qui m'a causé de la mauvaise santé, en fait. Et oui, paradoxalement. C'est ça, totalement. Oui. Totalement, parce que j'ai fait le yo-yo avec mon poids. Donc aujourd'hui, je suis incapable de perdre du poids alors que je n'ai que 27 ans. J'ai passé ma vie à faire le yo-yo, donc j'ai fatigué mon métabolisme. Et donc aujourd'hui, mon corps, à partir du moment où je saute 1 ou 2 repas ou des trucs comme ça, il se met en mode, elle est en train de m'affamer à nouveau, quoi. C'est ça. Donc, il y a un traumatisme, en fait, du corps. C'est ça. Totalement. Et ça, c'est dû à la haine contre les personnes grosses, à l'imaginaire collectif. C'est dû à la propagation de croyances, d'extrapolation, d'amplification. Que j'insiste là-dessus. Et tout ça fait que, au bout d'un moment, j'ai décidé de vouloir me faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Pour moi, c'était devenu trop, je supportais plus les remarques sur mon poids. Et ces remarques sur mon poids, en fait, je finissais par y croire moi-même. Et du coup, par me détester aussi. Et ça, en fait, j'aimerais bien que les personnes grosses se rendent compte de ça. C'est que tout ce que vous pensez par vous-même sur votre poids, c'est des constructions qu'on vous a mis en tête. Et c'est des choses auxquelles vous avez choisi inconsciemment de croire. Et moi, quand je vois le nombre de personnes qui me disent « Oui, moi je fais une chirurgie bariatrique parce que je ne vis pas bien dans mon corps, parce que j'ai mal aux genoux, parce que ceci, parce que cela », la question que j'ai envie de leur poser, c'est « Est-ce que c'est vraiment ce que vous vivez ou est-ce que c'est ce qu'on vous a répété à longueur de temps et que vous avez fini par croire ?» Parce qu'il y a ça aussi. Oui, et d'ailleurs, tu sais, je reprends cette croyance du mal de genou, parce que moi, je l'entends souvent, cette histoire avec les articulations, tu sais, c'est à cause de mon poids que j'ai mal au genou, c'est à cause de mon poids. Alors, on dit que c'est une croyance. Effectivement, la personne a vraiment mal, tu vois, au genou, mais imputer, en fait, ce mal de genou uniquement au poids, c'est peut-être pas forcément la réalité. C'est ça que tu veux dire ? C'est totalement ça. Il faut savoir que le corps commence à vieillir à partir de 30 ans. Oh ! Donc, je suis déjà presque en train de vieillir. Méfie-toi, c'est en train d'arriver. Hein. Méfie-toi. Mais du coup, voilà, il faut savoir que le corps commence à vieillir à 30 ans. Et ce discours-là, il est souvent dans la bouche des personnes qui ont 45 ans, 50 ans, 60 ans. C'est vrai. Les femmes de ma génération que j'accompagne, j'entends souvent ça. Donc, il faut savoir que le corps, il vieillit, les articulations aussi. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu dans la logique des choses qu'à 45, 50, 60 ans, vous commenciez à avoir un peu mal partout. Oui, je confirme. Et le poids, peut-être que ça aide pas. Mais ce qui n'aide vraiment pas, c'est jouer au yo-yo avec son poids. C'est de perdre, de reprendre, de perdre, de reprendre, de perdre, de reprendre. Parce que ça fatigue le corps. Ça fatigue les organes, mais ça fatigue aussi les membres, les articulations, les tissus musculaires, tout ça. Et c'est même ce qui va amplifier les douleurs articulaires, en fait. C'est de jouer au yo-yo avec son poids.
le corps, il peut supporter une charge lourde. Ce qui va déranger le corps, ce qui va le fatiguer, c'est de jouer sans cesse avec son métabolisme. Oui, c'est ça. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'entendre dans le sens où, non, c'est le poids, forcément. Attends, je fais 110 kilos. 110 kilos sur des genoux, c'est super lourd. Si c'était super lourd, les genoux, ils pèteraient. Comme quand on se fait broyer la main ou des trucs comme ça, en fait. Ok, ça peut être potentiellement difficile dans certains moments quand on est beaucoup actif. Par exemple, quand on doit faire des marches de plusieurs heures et tout, ok. Mais... le corps, c'est une machine imparfaitement parfaite. Donc forcément qu'on aura toujours mal quelque part. Forcément qu'on aura toujours un petit trouble digestif. Forcément qu'il y aura toujours un petit grain de sable. Mais parfois, c'est éphémère. Parfois, ça dure. Et là, faut consulter. Mais le corps, il sera jamais parfaitement sans douleur, sans machin, sans truc, sans bidule. C'est comme une voiture, en fait. Ta voiture, elle va tousser un peu quand il fait froid. Parfois, elle va mettre un peu plus de temps à démarrer. Moi, je commence à combattre le fait qu'on dit que le corps, c'est une machine parfaite, perfectionnée. Ouais, c'est le cas, mais elle l'est imparfaitement. Oui, donc, c'est important, ce que tu dis là. Travailler avec la flexibilité, être flexible dans sa manière de vivre son corps. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que tu vois, je suis vraiment avec cette croyance que nous pouvons avoir, que nous allons tout pouvoir résoudre. Et y compris au niveau douleur, au niveau... Et c'est très important ce que tu rappelles que de toute façon, avec l'âge, il y a une usure. Enfin, un médecin m'avait dit une fois que l'arthrose, mais ça, c'est très tôt, en fait, dans la vie qu'on commence et que c'est normal. En fait, c'est pas juste qu'on a fait quelque chose de mal. Parce que ça peut aussi y avoir cette croyance que mon corps, il s'est usé plus vite parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et par exemple, parce que j'ai un corps gros, ou j'ai eu un corps gros à un moment, ou... Enfin... Donc, super important. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas précisée, d'ailleurs, et que je voulais te demander, alors on fait une parenthèse dans les parenthèses des parenthèses, c'est, tu sais, d'utiliser ce mot gros ou grosse, en fait. En quoi, pour toi, ça semble important ? Tu sais, de pas mettre des métaphores, de machin, mais de dire une personne grosse, c'est une personne grosse, en fait. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors, personnellement, j'ai eu plusieurs périodes. Avant, c'était hors de question d'utiliser le mot gros. C'était hors de question, c'était femme à forme, femme ronde. Après, je suis rentrée dans une période où, oui, non, mais si je suis grosse comme ça, c'est forcément que je suis malade. Donc, je suis une personne en obésité, souffrant d'obésité. Voilà, j'utilisais beaucoup le terme obésité. Moi, aujourd'hui, ce terme-là me pose problème parce que toute personne grosse n'est pas malade, n'est pas forcément malade. Exact. Voilà. Oui, rappelons que l'obésité est une maladie au long cours dont on ne guérit pas. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce point de vue-là. Tout le monde a un peu son idée parce que justement, en fait, il n'y a pas de consensus scientifique clair. Donc, moi, du coup, tant qu'il n'y a pas de consensus scientifique clair, j'ai décidé de ne pas prendre parti et de traiter la personne pour ce qu'elle est. Elle est grosse. Obésité, pas obésité, moi, de toute façon, j'impacte pas négativement ça, du coup. Donc, peu m'importe, à partir du moment où t'es grosse, tu peux trouver une écoute, du soutien chez moi. Voilà. Oui. Et ce que j'entends, et c'est peut-être le résultat de ce travail que tu as fait et que tu proposes aux personnes que tu accompagnes, de ne plus considérer ça comme stigmatisant, en fait, d'être gros. C'est juste un fait. C'est comme quand on dit de quelqu'un, il est grand, il est petit, il a les yeux bleus, comme toi. Moi, j'ai la chance de voir tes yeux magnifiques. Merci. Ou les cheveux frisés comme moi. Enfin, voilà, c'est une description, en fait. C'est ça. Et pour aller un peu plus loin, du coup, moi, je parlais d'obésité, etc. Ouais, non. Puis après, je me suis un peu plus ouverte. J'ai fait des recherches par moi-même. J'ai arrêté d'attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec, tous les discours qu'on avait sur le poids, etc. Les discours qui sont très alarmistes. Je trouve que c'est dangereux d'avoir des discours comme ça parce que ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Les discours des Québécois ou des Américains sont beaucoup moins alarmistes et beaucoup plus aidants que ceux qu'on a en Europe. Donc voilà, du coup, après moi, j'ai décidé que, non, en fait, je suis grosse et c'est OK, en fait. Pourquoi je continuerais à soutenir que le terme gros est péjoratif alors que c'est ce que je suis? C'est m'auto-flageller, c'est m'auto-torturer, c'est censurer qui je suis alors que je suis grosse, c'est OK, c'est pas une maladie, c'est pas la fin du monde, c'est la même chose qu'être grand, qu'être mince, qu'être roux, qu'être blond, qu'être cheveux frisés, yeux clairs. Voilà.
Et du coup, tout ça s'est mis en place au moment où j'étais dans ce parcours de parcours de chirurgie bariatrique. Parce que dans ton récit, on en était là. Tu envisageais la chirurgie, victime de toutes ces injonctions, de toute cette grossophobie. C'est souvent le moyen qui est proposé. C'est ça. En fait, tu vas voir un médecin, tu lui dis « je suis grosse, je supporte plus ». Vous avez déjà envisagé la chirurgie ? En fait, il y a plein d'autres moyens de mieux vivre son corps, de booster sa santé, que de passer par la chirurgie qui est très invasive et qui change la totalité de votre vie après. Et du coup, moi, je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'était être mince et qu'on me fiche la paix, quoi. Mais que je me fiche la paix aussi, en fait. C'est ça. Du coup, je me suis lancée dans ce parcours à corps perdu, vraiment. Et au fur et à mesure que le parcours avançait, je cheminais dans ma tête. Je cheminais sur cette paix que je recherchais dans mon corps, sur ce bien-être durable, stable. Stable, ça veut pas dire très droit, ça veut dire avec des hauts et des bas. Voilà, c'est stable. Et face à ce que j'ai vu quand j'étais dans ce parcours, je me suis dit non mais c'est du n'importe quoi en fait. Dans ce parcours, déjà, t'es totalement déshumanisé. T'es un numéro de dossier à l'hôpital. Tu vois une diète qui te propose le même régime qu'elle a dit à la meuf qui était juste avant toi et à la meuf encore juste avant toi, et parce que c'est à la chaîne, c'est à la chaîne. Tu vas voir le psychiatre, tu lui dis non, j'ai pas de TCA, ok, je vous signe votre papier. C'est ça qui est vérifié au niveau psychologique. Alors je l'ai fait au CHR d'Orléans, mon parcours, donc au centre hospitalier d'Orléans qui est devenu le CHU maintenant. Voilà. Et moi, le psychiatre, il m'a posé 2-3 questions. J'ai dit ah non, j'ai pas de TCA. Je le sais, je sais bien que pour avoir accès à la chirurgie, il faut dire que j'ai pas de TCA. Moi, j'ai pas de TCA. Ok, d'accord, vous avez mon feu vert et tout. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi, là, les gars, je vous ai menti sur toute la ligne. Je vais avoir une chirurgie qui va changer ma vie. Et vous avez rien vu, quoi. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible que cette opération, elle va signer mon arrêt de mort, c'est sûr. Je le voyais vraiment comme ça, en fait. Parce que j'étais anxieuse, je souffrais de dépression, j'avais des TCA, mais j'avais menti sur toute la ligne juste pour être enfin mince. Du moins, pour enfin perdre ce poids. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça a basculé, en fait, dans ton esprit. C'est ça que j'entends. Parce que tu aurais pu continuer sur cette lancée, puisque tu n'envisageais ton mieux-être que par la perte de poids, en fait, sortir de ce qui de toute cette grossophobie qu'on citait juste avant, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher à ce moment-là ? En vrai, je saurais pas dire. J'ai fait ma fibroscopie. J'ai fait la fibro, donc ça, c'est le truc qui est redouté par toutes les personnes qui veulent faire l'opération bariatrique, parce que faut insister pour que ce soit sous anesthésie générale. Oui, c'est quand même un peu plus confortable. Donc, faut savoir qu'on est un des seuls pays qui propose la fibro sans anesthésie. Sinon, en Amérique du Nord, etc., la fibro, c'est dans la quasi-totalité des cas en anesthésie générale. Moi, j'ai dû batailler. Et la gastro-entérologue qui devait faire le truc, elle me dit « Mais vous êtes une personne en surpoids, il y a beaucoup de risques en anesthésie générale. Moi, je veux pas vous le faire sous anesthésie générale. » Et déjà, je me dis « Mais on me dit pas ça pour me faire retirer les 3/4 de l'estomac, je vais être endormie. » Et pourtant, on rechigne pas, c'est ok, juste pour me rendre mince, de prendre le risque de l'anesthésier. Et là, pour faire un truc qui est super invasif, super traumatisant, parce que je lisais des témoignages sur Internet et les gens, ils étaient au bout de leur vie de l'avoir fait. Et je dis là, par contre, on rechigne. Bon, déjà, je fais la fibro et après, je me dis, mais... Enfin, là, c'était le dernier épisode avant l'opération. Et je me dis, mais putain, mais tout ce que je suis prête à faire pour qu'on me foute la paix avec mon poids, quoi. Tout ce que je suis prête à faire pour qu'on me foute la paix avec mon poids. C'est ça. Tout ce que je suis prête à faire pour qu'on arrête de me prendre la tête, que j'arrête de subir la pression autour de mon poids, pour que j'arrête d'avoir des appels de mes proches pour me dire « Faudrait que tu perdes, j'ai vu la dernière photo sur Facebook, dis donc, t'as pas grossi un peu, machin et tout. » Et en fait, je me souviens, j'étais dans le lit avec mon mari. Et je dis, mais je vais pas la faire, cette opération, c'est pas possible. J'en ai marre de vivre à travers le regard des autres, parce que si je le fais, c'est pour qu'on arrête de me faire chier, en fait. Et je dis, non, je le ferai pas. Et là, Anne, quand j'ai prévenu ma famille, c'était, oh, heureusement que tu la fais pas. Oh, heureusement que tu la fais pas. Oh là là, je suis soulagée. Et je dis, mais pendant des années, vous m'avez cassé les pieds pour que je maigrisse.
J'allais dans votre sens, et là, je vous dis que je veux plus me faire opérer, vous me dites « Heureusement que tu l'as fait pas, cette opération. » Ah. Et là, tu te rends compte qu'en fait, t'as passé toute ta vie à vivre pour les autres, à tout faire pour maigrir et pour leur faire plaisir, plus que pour que tu te sentes bien toi. En fait, tout ce que t'as mis en place pour perdre du poids, tu l'as fait parce qu'on t'a dit que ça serait mieux pour toi, sans que toi-même tu réfléchisses à ce qui était vraiment bien pour toi. Et là, j'étais à quelques semaines de l'opération. Je dis, je la fais pas. Je vais apprendre à m'accepter, à m'aimer et à booster ma santé, à faire de mon mieux. Voilà, parce que je peux pas tout maîtriser. À faire de mon mieux pour me sentir enfin bien dans mon corps. Et c'est le début. Et c'est ça, et c'est le début. Et par la suite, que ce soit dans ton propre parcours ou dans les accompagnements que tu proposes aujourd'hui, est-ce que tu identifies des grandes étapes dans ce processus-là ? Comment tu pourrais nous le décrire et quelles sont les grandes étapes de ce processus-là ? Parce que, ok, là, tu dis non, stop, je vais faire autrement, je vais apprendre à avancer avec mon corps tel qu'il est. Ok, mais comment on fait ça ? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai décroché un emploi dans le milieu de l'obésité. Ok. Voilà, donc c'est assez paradoxal avec quelqu'un qui refuse de perdre du poids parce que c'est ce qui est prôné dans le milieu de l'obésité. Tu n'as pas rencontré cette discrimination à l'embauche ? J'ai vécu de la grossophobie aussi dans ce milieu-là, dans un sens où j'ai eu certaines remarques de « j'ai pas le corps de l'emploi ». Voilà, j'ai été embauchée du coup dans une start-up qui travaillait main dans la main avec les CSO, avec des professionnels de santé. Ma dirigeante que j'aime d'amour, franchement, c'est une très bonne amie à moi. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait à chaque étape de ça. Et c'est grâce à elle en partie que j'ai pu devenir la femme que je suis aujourd'hui. Même si on n'est pas d'accord sur tous les points au niveau de l'obésité du coup. Mais j'ai toujours un petit mot pour elle parce que ça a été un petit ange gardien quand même. Et du coup, j'ai décroché un travail dans le milieu de l'obésité, ce qui m'a permis de beaucoup étudier le sujet du poids, le sujet des TCA, notamment de l'hyperphagie. Moi, je suis plus, entre guillemets, spécialisée dans l'hyperphagie que dans les autres TCA. Et mon travail aussi m'a permis de beaucoup échanger avec d'autres femmes grosses, du coup. D'autres femmes qu'on disait en obésité, comme on travaillait là-dedans. Et tout ce que j'ai vu sur le poids, en fait, c'est que oui, le poids peut potentiellement avoir un impact sur la santé. Mais pourquoi ? Parce que les gens ont joué au yo-yo avec leur poids. Et le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'existe aucune méthode de perte de poids, même la chirurgie bariatrique, qui soit fiable, saine et durable. Donc, comment on fait aujourd'hui ? Parce qu'on pousse les gens à maigrir, mais le fait est qu'on ne peut pas le faire durablement. Et durablement, c'est pas 5 ans, les gars. Parce que je vois des gens, des fit girls et tout. C'est vrai, on dit souvent ça. Voilà, des fit girls qui disent « Ouais, moi, je suis une ancienne obèse. Il y a 5 ans, j'étais en obésité. Ouais, mais meuf, 5 ans, c'est pas une vie. Hein. On en reparle quand t'auras 30 ou 40 ans de plus. On verra ce que ça donne. 5 ans, c'est pas une vie. » Et du coup, j'ai pu étudier tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un paradoxe énorme, c'est qu'on pousse les gens à maigrir. Ça n'améliore pas forcément la santé. Au contraire, ça génère énormément d'anxiété. Ça génère des troubles physiques, puisqu'on joue encore au yo-yo avec le poids. Ça génère de la dépression, parce qu'il y a des attentes, il y a tout ça, il y a le fait qu'on n'y arrive pas forcément, il y a le fait que c'est un parcours très difficile, etc. Et finalement, moi, pendant tout mon travail dans le milieu du salariat, et du coup, aujourd'hui encore, j'ai ramassé des gens à la petite cuillère. Des gens qui me disaient « Non, mais moi, j'ai tout essayé, en fait. J'ai tout essayé. » Même des gens qui ont fait des chirurgies bariatriques et qui en ont même subi plusieurs. Mais oui. Donc... Au bout d'un moment, moi, j'ai décidé d'être une des personnes qui arrêtent de mentir aux gens en leur disant, de toute façon, la perte de poids, c'est pas ce qui vous aidera. Ce qui vous aidera, c'est de vous écouter vous découvrir vous-même, vous éduquer sur la question du poids, vous éduquer sur la question de la santé et vous faire aussi votre propre avis des choses parce que quand ta source de données, c'est le magazine Top Santé ou l'émission à la télé organisée par un médecin qui se fait de la thune sur les pubs, etc. Non, ça, c'est pas des sources fiables. Quand l'écrit scientifique que tu lis, il a été commandé par un labo pharmaceutique qui développe un médicament pour perdre du poids. C'est pas une source scientifique fiable. Voilà, en fait, c'est important que les gens ils aient conscience qu'il y a beaucoup de biais et c'est important de s'écouter soi-même pour prendre des décisions pour soi, selon soi-même, et d'arrêter de se laisser polluer par toute cette grossophobie systémique qu'on voit dans les médias, médias presse, médias télévisés, la radio, etc., qui est même dans la santé. Y a beaucoup de médecins stars là, en ce moment, là, ça me sort par les yeux, mais qui prônent
cette grossophobie de manière dissimulée sous le manteau en ayant des comportements alarmistes, etc. C'est ce que je dénonce et voilà, je parle beaucoup, mais... Ah, mais c'est passionnant, hein, et tu parlais de s'écouter soi, mais ça, c'est tout un processus, en fait, hein, que tu accompagnes, j'imagine, hein, tout comme moi, je peux l'accompagner en psychothérapie. Mais, ok, s'écouter soi, s'éduquer aussi. Je trouve que c'est très important, effectivement, autour de la question du poids, autour des questions de santé. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme grandes étapes, comme clés, en fait, qui t'ont permis d'avancer? S'affirmer, l'affirmation de soi. S'affirmer face à soi-même, parce que les démons seront toujours là. Ce que j'appelle démon, c'est la grossophobie internalisée. Voilà, on y vient. À cette grossophobie internalisée, c'est toutes les croyances qu'on a entendues, qu'on a lues, qu'on a vues sur le poids, et que indirectement, inconsciemment, on a choisi de croire. Une fois qu'on a déconstruit tous ces mensonges ou toutes ces extrapolations, ces amplifications autour du poids et de la santé, c'est s'affirmer face à elle. S'affirmer face à ce que moi, des fois, moi-même, étant thérapeute spécialisée dans l'image corporelle, le rapport au poids chez les personnes grosses, il y a des moments où je me dis « Ah j'ai peut-être un peu trop mangé, j'ai peut-être pris du poids ». Et là, c'est se dire « Ah, qui est-ce qui parle là ?» Oui, qui est-ce qui parle ? C'est de surprendre à se dire qui est-ce qui parle, parce que tu sais que c'est pas le cas. Donc, quand ça survient comme ça, tu te dis, il y a des petits démons toujours là, c'est ok, faut les accepter. On dit ça un peu comme une injonction, mais c'est apprendre à les accepter. C'est ça, apprendre à vivre avec, en fait, hein, ces pensées automatiques. C'est ça. Tu sais, qui pop. Moi, souvent, j'ai cette image-là de pop-up. Ouais. Tu sais, t'es sur ton ordinateur, là où tu vas sur un site, puis paf, tout d'un coup, t'as un truc qui s'affiche, quoi. C'est ça. Bon, c'est vraiment comment je peux apprendre à cliquer sur la petite croix, en fait, et me dire, non, ça, c'est pas la vérité, en fait. J'y crois pas à ça. Mais ça peut popper, effectivement. Donc, s'affirmer face à soi-même, face à cette grossophobie internalisée, mais aussi face aux autres. Hein. Moi, vraiment, dans l'approche thérapeutique que j'ai, c'est d'abord, on déconstruit, on apprend des choses sur le poids et la santé de manière non alarmiste, des faits. Voilà. Il y a beaucoup à faire, là. Des faits exposés de manière neutre. Après, on apprend à se connaître. Du coup, maintenant que je sais tout ça sur le poids et la santé, chose que je rattachais beaucoup à moi-même, et je vivais à travers ça, en fait. Je vivais à travers cette obsession du poids. Qui est-ce que je suis vraiment ? Quelles sont mes croyances ? À quoi est-ce que j'aspire réellement dans la vie ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que je souhaite prôner dans ma vie ? C'est tout ce schéma de pensée-là. Et une fois que je sais qui je suis, comment est-ce que je l'affirme ? Comment est-ce que je prends ma place ? Comment est-ce que j'arrête de me dissimuler derrière cette obsession du poids ? Comment est-ce que je prends ma place dans mon monde pour que je me respecte et pour que les autres me respectent également ? Voilà. Pour moi, une fois que t'as mis toutes ces briques-là, c'est un travail de tous les jours. L'acceptation de soi, ça n'a jamais de fin. Mais non. C'est le processus d'une vie, en fait. C'est ça. C'est ça, totalement. Et du coup, une fois que j'ai mis tout ça en place, comment je le fais fructifier ? Un peu comme une fleur. On n'arrête pas de l'arroser une fois qu'elle a fleuri. On l'arrose toujours un peu. Donc, l'acceptation de soi, c'est pareil. Il y a des moments où il y aura peut-être un petit puceron sur votre acceptation de soi. Oui. Donc, avec une petite éponge, un peu de vinaigre, on frotte et on l'enlève. Et voilà. En fait, l'acceptation de soi, c'est comme un potager, c'est comme... un parterre de fleurs, c'est pas une fois que ça a fleuri, une fois qu'on en a récolté les fruits, on arrête de s'en occuper, on l'entretient un petit peu tous les jours. C'est ça. Comment je fais grandir, évoluer, comment je laisse pousser cette fleur qui est en moi, en fait. Totalement. Ouais, j'aime bien cette image-là. Parce que des pucerons, il y en aura toujours, en fait, qui viendront. Hein. Et c'est vraiment, alors je le disais en préambule, hein, comment arriver à vivre, à accepter son corps. Et je trouve intéressant, d'ailleurs, encore une parenthèse, que tu parles d'acceptation et non pas d'amour. Je trouve ça hyper important parce que ça désacralise la quête du Graal de l'amour de soi, tu vois, où il faudrait s'aimer inconditionnellement. Moi, j'y crois pas à ça. Alors, c'est un avis personnel. Hein. Je sais pas si toi, tu vas partager ça. Mais s'aimer inconditionnellement, ou qu'est-ce qu'on met derrière ça, en fait. Tu vois, ça veut pas dire que tous les jours,
inconditionnellement, je vais me trouver formidable, m'aimer, quelle que soit ma forme du jour, quel que soit mon âge, quelle que soit la tête que j'ai quand je me réveille, etc. Parce que ça fluctue, en fait. C'est quelque chose de variable. Totalement. Et ok, mais je peux accepter que je ne m'aime pas inconditionnellement, qu'il y a des choses chez moi qui ne me plaisent pas. Comme on peut, on parlait de couleur des yeux tout à l'heure, je peux ne pas kiffer inconditionnellement. Ouah, j'adore la couleur de mes yeux et tout. Mais je veux dire, c'est pas grave en fait. Comment j'avance avec ça? Ouais, totalement. Est-ce que l'acceptation de soi, c'est pas une forme d'amour finalement? Moi, je le vois comme ça. Je suis pas dans l'amour inconditionnel de soi, mais pour moi, accepter son corps, c'est déjà s'aimer soi-même assez pour se foutre la paix et accepter qu'on ait des hauts et des bas. Donc pour moi, acceptation de soi, amour de soi, je dirais pas que c'est la même chose, mais s'accepter, c'est déjà se donner de l'amour, c'est déjà s'aimer assez pour ne plus se laisser prendre dans les filets de la grossophobie ou dans les filets de l'injonction, ou tout ça, c'est s'aimer assez pour s'accepter chaque jour tel que on est aujourd'hui, à l'instant T, etc., tel qu'on sera plus tard, tel que ce qu'on a été avant, etc. Pour moi, l'acceptation de soi, c'est une forme d'amour de soi. Et du coup, pour moi, oui, on peut s'aimer dans le sens où, en s'acceptant, on se donne déjà de l'amour, en fait. Oui, complètement. Voilà. Et alors, tu parlais des pucerons, et moi, de mes pop-up, là, j'aimerais bien qu'on parle de ce puceron qu'est l'envie de perdre du poids. Parce que ça, c'est une pop-up qui peut revenir régulièrement, tu vois, parce qu'on entend un truc, parce que... Alors, comment tu l'observes, ça, chez toi et chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce que, tu vois, là aussi, ce serait une croyance de se dire... j'aurais plus jamais envie de perdre du poids, ça n'arrivera plus jamais. Ouais. Comment tu vois les choses? Alors, il faut savoir que je suis passée par plusieurs stades avant de choisir le métier de thérapeute. Avant, j'étais totalement réfractaire à ça. J'entendais quelqu'un qui me disait « je veux perdre du poids », j'étais genre « mais non, arrête tes conneries ». Et en fait, au fur et à mesure où j'ai étudié le rapport au corps, le rapport au poids, l'image corporelle, etc., je me suis dit que, en fait, ces gens-là, ils sont comme j'étais avant. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis totalement dans l'acceptation de quelqu'un qui vient me voir en me disant « moi, je me vois pas autrement qu'en perdant du poids. Enfin, je vois pas comment je peux m'accepter aujourd'hui sans perdre de poids. » Et j'ai dit « mais c'est ok, en fait. T'as baigné là-dedans depuis que t'es toute petite. C'est normal, c'est logique que ça te paraisse plus fort que toi. Parce que ça n'est pas plus fort que toi. Ça te paraît plus fort que toi. Et aujourd'hui, t'as pas les clés pour avoir cette petite éponge qui te permet d'enlever le puceron. Enfin là, on est plus sur la taille d'un moineau, là, parce que vu le poids qu'on a là-dessus. Mais du coup, c'est ok. Et sache que il va falloir, si c'est vraiment la paix que tu souhaites avoir avec ton corps, c'est tu t'engages dans un processus. Tu passes une sorte de contrat avec toi-même de dire, il y a des moments où je serai pas capable de repousser ce besoin de perdre du poids, que je serai pas capable de repousser cette idée que la minceur est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est aussi accepter des moments où tu vas te dire non mais c'est du n'importe quoi cette idée d'injonction à la minceur. En fait, c'est accepter le blanc et le noir, accepter le gris. Et du coup, c'est impossible de rejeter totalement la perte de poids parce qu'on est là-dedans tout le temps. T'allumes ta télé, là je suis sûre t'as une pub comme j'aime qui passe. Oui, au rythme où elle passe. Je suis sûre, tu ouvres ton application TikTok, t'as une pub pour Weight Watchers. Je suis sûre que tu scrolles 5 minutes sur Insta, t'as le mec qui te propose le super aliment qui te fait brûler la graisse. Enfin, c'est impossible d'y échapper. C'est impossible de ne pas être tenté. Mais il y a qu'un pas à faire entre la tentation et l'action. Moi, le but, c'est ok, je suis tentée. Pourquoi est-ce que je suis tentée ? Qu'est-ce que ça m'apporterait ? Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte ? Est-ce que j'ai des preuves de ce qu'il raconte ? Est-ce que je pense que ça peut marcher pour moi ? Si je pense que ça peut marcher pour moi, pourquoi ? Est-ce que c'est pas le désespoir qui me fait parler ? Est-ce que je ne suis pas assez informée sur ce qu'est réellement le poids, c'est ce qu'est réellement la santé ? C'est en fait se poser la question pourquoi est-ce que je suis tentée de vouloir perdre du poids ? C'est pas rejeter totalement l'idée de perdre du poids parce que ça, dans un premier temps, c'est impossible. Enfin, je sais pas si je suis très claire quand j'explique ce que je dis, mais voilà. Si. Et j'aime bien quand tu dis que là, c'est plus un puceron, en fait, c'est un moineau, quoi. Parce que, quand on a grandi avec ça, quand on baigne dans ces croyances-là, que la seule solution, en fait, pour se sentir bien et pour être en bonne santé et pour avoir une bonne image de soi, c'est d'être mince.
Bah voilà, il y a du boulot, quoi. Hein. Et d'ailleurs, quel que soit le nombre d'années que ça dure, en fait, parce que toi qui es très jeune par rapport à moi, tu as eu déjà tout ce parcours-là, en fait. Et c'est pas parce que tu es plus jeune et que ça a duré moins longtemps que c'était plus facile. En fait. Et puis ça va durer encore plus longtemps pour toi que pour moi, puisque voilà, je suis plus près de la fin que toi. Enfin, donc bon, on va rester dans quand même un cadre pratico-pratique peut-être. Exact. Il suffit que je sorte de chez moi, je me fais renverser par le facteur. Hein. On sait jamais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, je vois l'heure qui tourne mais c'est tellement passionnant et voilà, peut-être on refera d'autres épisodes parce que je sais qu'on a encore beaucoup à échanger, Nina. Bon, sauf que là, on arrive à la fin de l'épisode. Et avant qu'on ne se quitte, alors, est-ce que tu voudrais nous présenter rapidement les accompagnements que tu proposes et puis aussi ce cadeau que tu voulais proposer aux auditrices du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir? Oui, totalement. Alors, moi, comme je l'ai dit, je suis thérapeute. Je suis spécialisée dans l'image corporelle, le rapport au poids pour les femmes rondes / grosses. Et je propose des accompagnements thérapeutiques à distance. Il y a différentes formes d'accompagnement. Il y a l'autothérapie, qui est l'autothérapie héroïne solo, où c'est vraiment quelque chose qu'on fait seul, à son rythme. Il y a une base de contenu pédagogique et thérapeutique à suivre, à aller piocher, voilà. Je propose des séances individuelles où la personne vient ponctuellement. Si elle a besoin de conseils sur une problématique d'image corporelle, hein, elle prend sa séance et on échange ensemble pendant 1 heure, je lui fais un compte-rendu et un plan d'action personnalisé. Et après, j'ai un programme qui s'appelle Héroïne au top, qui fusionne ces 2 formats, qui fusionne l'autothérapie et les séances en individuel, où il y a l'autothérapie plus 5 séances en individuel. Et j'ai décidé, à chaque fois que je fais un podcast, je propose un code promo de moins 20% sur Héroïne Solo et Héroïne au top aux auditeurs et qui est permanent. Donc voilà, pour toute personne qui est intéressée par mes accompagnements, je propose un code promo de moins 20% qui est valable sur Héroïne Solo ou sur Héroïne au top. Voilà. Génial, mais c'est un super cadeau, ça. Merci, c'est important. C'est important pour moi. Oui, alors bien sûr, nous mettrons dans la description de l'épisode tous les moyens de te joindre. Hein, donc, les nouvelles héroïnes, ton compte Instagram et puis ton site internet. Peut-être, tous les liens que tu souhaiteras qu'on mette seront dans la description, ainsi que ce fameux code promo pour les auditrices. Alors, auditrices parce que ce sont des femmes que tu accompagnes. Messieurs, voilà, on trouvera peut-être les nouveaux héros. Quelqu'un créera peut-être l'accompagnement équivalent pour les hommes, et là tu t'adresses aux femmes. Donc nous mettrons ce code promo aussi dans la description de l'épisode. Je te remercie beaucoup, Nina, de ces échanges passionnants que nous avons eus là pendant presque 1 heure maintenant. Peut-être une prochaine fois on se retrouvera. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin là pour conclure l'épisode. Aimez-vous comme vous êtes, arrêtez de vous faire berner et écoutez le podcast d'Anne Pioz. Voilà. Merci pour celles et ceux qui seront au bout de l'épisode. Merci justement d'écouter le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. N'hésitez pas à l'encourager en vous abonnant si votre plateforme le prévoit. Et d'ailleurs, le podcast est à présent aussi sur YouTube. Donc, si vous aimez aller sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du podcast. Vous trouverez aussi le lien dans la description. Et à encourager le développement sur YouTube de La Pleine Conscience du Pouvoir. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une entrée de plus en fait pour faire découvrir le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt, Nina. À bientôt. Et puis nous, on se retrouve très vite dans La Pleine Conscience du Pouvoir.